Monsieur le Président, les Français sont très attachés à leur système de santé, vous le savez, nous le savons tous. Par ailleurs, la santé est un monde en pleine mutation. Le geste médical évolue, notamment sous la poussée des avancées technologiques. La population vieillit, les patients sont plus exigeants, etc. Bref, il y a une nécessité de repenser en profondeur l'organisation de notre offre de soins. Dans ce cadre, Monsieur le Président de la République, je tiens à vous remercier particulièrement d'avoir choisi Fontainebleau pour venir évoquer avec des professionnels de santé, avec des patients, bref, avec la communauté de tous ceux qui sont intéressés par l'avenir de la santé en France, d'avoir donc choisi Fontainebleau pour évoquer tous ces sujets. Vous êtes ici sur un territoire qui s'est interrogé depuis longtemps sur l'avenir de son offre de soins et qui a tenté d'apporter des solutions que l'on espère innovantes et en tous les cas qui nous paraissaient surtout adaptées. La Seine-et-Marne, et pour être vraiment très court, la Seine-et-Marne, c'est un contexte médical difficile. On a beau être en Île-de-France, nous sommes loin du cœur de l'Île-de-France et on a une des densités médicales, l'une des plus faibles du pays, surtout dans le sud Seine-et-Marne, territoire beaucoup plus rural que le nord de notre département. Par exemple, il n'y a qu'un seul chiffre à donner, on a 2 fois moins de généralistes en densité pour 100 000 habitants, 120 généralistes par rapport à Paris qui en a 2 fois plus. Face à cela, nous avons réagi il y a quelques années avec les acteurs de la communauté médicale, notamment la clinique et l'hôpital, pour essayer de voir comment conforter cette offre de soins avec une seule priorité, le patient, une seule préoccupation, le patient, et comment travailler ensemble pour mieux soigner, puisque c'est toute la réflexion qui était la nôtre. Cela a débouché sur un projet de plateforme hospitalière publique et privée, original, qui est parti d'un projet médical commun, un partage des services, un partage des spécialités, avec donc l'idée, à partir d'un projet de reconstruction, de dire que ce que fera l'un, l'autre ne le fera pas, mais pour le patient, il y aura sur le territoire, de manière consolidée, une offre de soins qui permettra, dans un bassin de vie de 100-150 000 habitants, d'apporter en premier recours un certain nombre de spécialités. Aujourd'hui, nous sommes prêts, nous sommes dans l'attente de la confirmation du soutien au titre du plan Hôpital 2012. Cette stratégie-là, elle s'inclut aussi dans une stratégie de territoire, une stratégie de groupe public, puisque ce projet médical est un projet médical qui intègre l'hôpital de Nemours. Donc c'est un projet médical à 3, mais qui intègre une mutualisation et un déménagement, si je peux dire ça comme ça, une reconstruction à 2, clinique et hôpital. Il nous reste à préciser, c'est l'un des enjeux que nous avons maintenant avec l'ARS, à inscrire cette stratégie dans une offre plus globale, prenant en compte Montereau, Melun et le sud francilien et le lien bien sûr avec Paris. En Île-de-France, les enjeux de la réorganisation sont nombreuses. La question de la permanence des soins, comment assurer efficacement le parcours de soins en intégrant aussi les nouvelles formes de prise en charge, par exemple l'hospitalisation à domicile ou les réseaux de soins. Bref, autant de questions qu'il nous reste maintenant à élaborer et à travailler dans le cadre du plan régional avec l'ARS, et nous y sommes tout à fait conscients. Donc merci, Monsieur le Président, d'être venu sur un territoire qui essaye modestement, mais qui essaye d'être un territoire d'expérimentation et d'innovation. Et nous avons donc autour de la table pour discuter, surtout pour vous interroger, 5 personnalités. Marie-Françoise Bollet, qui est usagée, patiente, usagée de cet ensemble d'offres de soins. Le docteur Jean-Pierre Grappin, oncologue, qui exerce à la fois au centre hospitalier de Fontainebleau, à la Pitié-Salpêtrière, mais aussi à la Polyclinique de la Forêt. Donc il est un des éléments qui font le trait d'union entre les établissements. Le docteur Philippe Cosson, chirurgien orthopédique PDG des cliniques Saint-Jean de Melun et de l'Ermitage à Damary-les-Lys, puisque Melun porte aussi un projet de partenariat qui est fondé un peu sur la même idée de coopération publique-privée que Fontainebleau. Madame Corinne Roger, infirmière anesthésiste à la clinique Saint-Jean-Melun, et le docteur Vincent Malavoie, médecin généraliste à Avon. Important aussi de discuter du lien entre médecine de ville et structure hospitalière. Voilà, j'ai essayé de plaider sur le caractère innovant de nos initiatives. Monsieur le Président, peut-être en introduction, je vous souhaiterais tenter de vous donner la parole. Est-ce que c'est uniquement pour ces raisons-là que vous êtes venu, ou est-ce que, au-delà de ça, il y a derrière l'initiative que nous portons des choses que vous voyez et qui pourraient éventuellement, j'allais dire, soit être généralisées, en tout cas être l'embryon de nouvelles coopérations? Monsieur le maire, mesdames et messieurs,
c'est une habitude de dire que le principal capital qui est le nôtre, c'est celui de notre santé. Donc la France continuera à investir dans la santé de nos concitoyens. Et il n'est pas question de réduire nos dépenses de santé. Elles augmenteront, elles augmentent et elles augmenteront. Elles augmenteront parce qu'on vit plus longtemps, donc on a besoin de davantage de soins. Elles augmenteront parce que les progrès médicaux rendent les traitements, les machines, les médicaments plus onéreux. Elles augmenteront parce que notre capacité à accepter la douleur recule. Et donc, le choix n'est pas entre moins de dépenses de santé ou plus, il y en aura plus. Mais cet argent que nous mettrons, qui est l'argent des Français, nous devons nous assurer qu'il aille à la seule personne qui est importante dans cette affaire, le patient. Donc ce n'est pas une question de diminution. La France, comme tous les pays du monde, a connu une crise sans précédent en 2008 et en 2009. Et les dépenses de santé ont augmenté de 3%, alors que l'économie française reculait de près de 2,5%. Mais vous comprenez bien que notre devoir, c'est de veiller à ce que votre argent soit investi de la façon la plus efficiente possible. Les besoins sont immenses. Les équipements, les formations, la recherche, le personnel qui se dévoue sans compter, les attentes innombrables. Et nous n'avons pas le droit de perdre 1 centime d'euro parce que nous nous laisserions aller à des habitudes ou à des querelles de chapelle. J'ai visité cette clinique, monsieur le maire, ce matin. Je me suis rendu compte que c'était la première fois qu'un président de la République, en exercice, visitait un établissement privé. Or, les établissements privés représentent 25% de l'offre de soins. Je vais très souvent, Nora Béra le sait, dans l'hôpital, à l'hôpital public, dans les CHU, très souvent. Mais viendrait à l'idée de personne de proposer ou d'affirmer que l'hospitalisation privée ne remplit pas une mission au service de la santé publique. Et je suis très intéressé par votre projet, parce qu'au lieu d'opposer clinique et hôpital et faire mourir les deux, parce que placé où vous êtes, relativement proche de très grands établissements, il y a ce qu'on appelle la fuite. Je veux dire des patients qui appartiennent à votre bassin de santé et qui, par conseil, par réputation, par ignorance, pensent que pour bien se faire soigner, il faut les faire soigner au cœur de Paris. Et nous nous sommes engagés dans ces restructurations parce que nous voulons l'efficience dans la dépense publique. Le patron de l'Agence régionale de santé, Claude Evin, qui a toute ma confiance, un homme de grande qualité qui a exercé des fonctions avant d'accepter de prendre cette direction, aura à nous faire des propositions sur les choix d'investissement. Donc comprenez-moi bien, l'enjeu, on rentrera dans le détail, est le suivant. À celles et ceux d'entre vous qui accepteront de se restructurer pour jouer les complémentarités, nous donnons de l'argent pour investir. Vous voyez bien l'enjeu. Dans le projet dont on parle, et que je soutiens, monsieur le maire, c'est 150 millions d'euros d'investissement, dont un peu plus de 70 millions pour la puissance publique. Vous pensez bien que pour créer ce nouvel ensemble clinique-hôpital, 150 millions, c'est quand même mieux d'avoir un nouvel ensemble qui joue les complémentarités plutôt que d'avoir de côté 2 établissements
qui s'appauvrissent l'un l'autre et qui finiront par mourir l'un l'autre si on laisse les choses en l'état. Voilà l'objet de ma visite, en même temps, bien sûr, que de rencontrer les équipes soignantes, les personnels des établissements de santé, pour leur expliquer les enjeux aussi. Pour leur expliquer les enjeux. Et je terminerai par cela. Le Parlement, il y a de nombreux parlementaires que je salue, votent chaque année l'ONDAM. Qu'est-ce que c'est que l'ONDAM? C'est l'autorisation d'évolution du montant des dépenses. Depuis 1997, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, l'ONDAM n'a jamais été respecté. Jamais. Pour la première fois, elle sera respectée en 2010. Est-ce qu'ici, quelqu'un peut me dire que c'est raisonnable de continuer à fixer des règles que personne ne respecte? L'ONDAM a progressé de 3% en 2010, c'est ce qui était prévu. Et on ne peut pas continuer à faire comme s'il n'y avait pas de contraintes. Je n'ai pas été élu pour que la France devienne ou connaisse la situation de l'Irlande, du Portugal, de la Grèce, voire des États-Unis. Donc, plus d'argent pour la santé, mais on respectera nos engagements. En 2007, tenez-vous bien, il y avait les 2/3 des hôpitaux qui étaient en déficit. Je dis au personnel et à tous ceux qui vont, est-ce que c'est agréable d'aller travailler dans un établissement dont on sait qu'il est en déficit structurel? Voilà. Donc nous avons des impératifs pour que vous soyez mieux soignés, nous allons investir pour que vous soyez mieux soignés, mais en même temps, on a des impératifs de tenir les dépenses et de faire en sorte que notre pays ne connaisse pas la situation que connaissent un certain nombre d'autres pays. Voilà. Hein? Ça a l'air simple à expliquer. Je vous assure que tous les jours, ça demande un certain engagement. Monsieur le Président, vous l'avez dit, donc au cœur de toutes ces réflexions, il y a le patient et la manière dont il est accompagné. Je vais tout de suite passer la parole à Madame Marie-Françoise Bollet, qui a une question à vous poser, étant elle-même usagée des filières hospitalières. Oui, Monsieur le Président, si la médecine a gagné en efficacité, elle me paraît parfois déshumanisée, alors que pour un patient, quel que soit le statut du médecin, quel que soit le type d'établissement privé ou public, le plus important, c'est d'avoir le sentiment d'être bien pris en charge et garder le côté humain. Hippocrate dit guérir, soulager, écouter. La connaissance et la confiance en son médecin. Le docteur Grappin je suis suivie par le docteur Grappin à Fontainebleau depuis 20 ans. La connaissance de son équipe paramédicale et la proximité que m'offrent les soins de qualité est essentielle pour la patiente comme moi, vivant loin de Paris, alors que la maladie longue, des fois difficile, nécessite des soins fréquents et individualisés. Je suis à 40 km de Fontainebleau et à 100 de Paris. Mon protocole est suivi par la Salpêtrière. Le professeur Grappin est attaché à la Salpêtrière. Ma question est, est-ce qu'en fusionnant le public et le privé, je suis entre les deux, les soins, j'aurai toujours le soin de choisir qui je veux comme médecin et comme équipe médicale. Merci. Madame Bollet, vous avez prononcé un mot important, c'est le mot humanité. On ne choisit pas sa santé, on ne choisit pas sa maladie. Ça vous tombe dessus un beau jour ou un triste jour, et à ce moment-là, on est bien souvent seul pour se battre. Et le médecin en qui on a confiance, l'équipe médicale en qui on a confiance, est absolument essentiel. Et la confiance, ça ne s'explique pas, ça se ressent au long de toutes ces années où vous avez affronté cette longue maladie. Est-ce qu'en faisant ce qu'on va faire, on réduit votre possibilité de choix? Je vous dirais, Madame Bollet, qu'on l'augmente. Je m'en explique. La fusion n'est pas une fusion totale, c'est une complémentarité. Mais Madame Bollet, dans le traitement, dans le rapport que vous avez avec votre médecin, que ce soit la même direction financière,
la même direction des relations humaines. Des salles d'opération qui alternativement sont utilisées par la clinique ou par l'hôpital. Qu'est-ce que ça change dans votre rapport avec votre médecin? Rien. Même que l'entrée soit la même, mais que les uns choisissent la clinique et que les autres choisissent l'hôpital. C'est toute la force du système français à laquelle je suis attaché, le choix de votre médecin, le choix de votre établissement et pour votre médecin, le choix du traitement. Personne ne touchera à ces principes fondamentaux qui font que nous avons l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, si ce n'est le meilleur. À l'inverse, Madame Bollet, permettez-moi de faire le cheminement inverse. Si nous n'avions pas eu une équipe, clinique et hôpital, qui ait compris le risque, vous habitez à 100 km, m'avez-vous dit, de Paris, à 40 km de Fontainebleau, si j'ai bien reçu. Qu'est-ce qui se passe? La clinique voit chaque année une partie de ses patients fuir vers des établissements plus importants. L'hôpital est dans la même situation. Est-ce que vous pensez qu'en laissant la clinique seule dans son coin et l'hôpital seul dans son coin, quelle que soit la qualité du personnel et des médecins, ils pourraient lutter à armes égales avec les très gros établissements qui se trouvent à Paris ou en périphérie? Est-ce qu'une personne peut le penser? Et vous-même, les patients du bassin de santé, est-ce que vous accepteriez longtemps d'aller dans un établissement où il n'y aurait pas les moyens d'acheter, d'acquérir les derniers équipements, les dernières machines, de faire venir des praticiens, des internes, d'avoir des liens comme le docteur Grappin avec d'autres centres CHU en région parisienne? Est-ce que vous voyez la médecine moderne, il y a des médecins autour de moi, aujourd'hui, elle tourne le dos à l'isolement. Elle doit travailler en complémentarité et en réseau. C'est ça qui fera la force d'une santé de proximité. Et vous serez soigné aussi bien ici que dans un établissement prestigieux de recherche, à cœur Paris, peut-être avec davantage d'humanité. Voilà. Et j'y crois profondément, madame, profondément. Et je pense en plus, madame Bollet, qu'on n'a pas le choix. Alors, j'ai conscience du décalage entre vous et moi, parce que vous, la maladie, vous la voyez tous les jours, vous la sentez en vous. Et le médecin que vous voyez, enfin, j'imagine, c'est plus qu'un ami, un confident, c'est un roc dans les jours où on doit douter. C'est quelqu'un qui est là. Et moi, vous m'entendez parler équilibre budgétaire, choix d'investissement, réorganisation de la carte. Et pourtant, c'est la même chose, madame Bollet. Parce que si je ne fais pas ça, c'est notre système qui s'écroulera. Je voudrais vous donner un dernier élément. Tout cet argent, il vient d'où? Il est prélevé sur votre travail aux uns et aux autres. Ce n'est pas moi qui le fabrique. C'est des cotisations que vous payez sur vos revenus, sur vos salaires. C'est des impôts que vous versez. Charges sociales et CSG. Je ne peux pas les augmenter. Parce que sinon, on délocalise les emplois, qui sont déjà trop chargés, trop pénalisés. Donc il faut bien qu'on fasse des choix. Et le choix, c'est celui de la rationalité au service du patient. Au service du patient. Voilà. Et c'est pour ça que j'étais très heureux que vous soyez la première intervenante. Enfin, pardon, madame Bollet, vous, bien sûr, un sourire jusqu'ici, ce n'est pas une déclaration que je fais. Hein, je parle des patients dans leur ensemble. Dans leur ensemble. Il n'y a pas d'un côté les enjeux économiques et de l'autre les enjeux d'humanité. C'est la même chose. Donnez les meilleurs outils pour que vos médecins puissent vous traiter le mieux. Hein, voilà. Donc, non seulement vous n'avez pas de crainte sur la liberté de choix, mais ça va renforcer l'offre de choix. Et ça va pérenniser des structures d'excellence dans ces départements de la région parisienne qui souffrent d'une désertification médicale absolument inadmissible. Bon.
Monsieur le maire, vous avez noté que je me suis un peu engagé sur votre projet. Oui, j'ai noté. Monsieur disais Évin rien, est là, mais je souriais moi aussi. et j'aimerais bien, mais j'en suis sûr qu'il ne me désavoue pas totalement sur ce projet. Mais si on n'y croyait pas, Claude, la ministre Nora Béra et moi, on ne serait pas venus. Vous voyez. Hein, et je souhaite qu'il y ait d'autres projets comme les vôtres. Il y en a d'ailleurs à Melun. Il y en a un à Melun, tout à fait, qui est en train d'émerger. Beau projet, avec lequel j'espère on travaillera. Et qu'on soutient aussi. Tout plutôt que l'immobilisme, mesdames et messieurs. On ne peut pas se payer le luxe de l'immobilisme, du conservatisme et de la frilosité. Le monde change. Vos demandes en tant que patient changent. Vos exigences changent. Enfin, je ne sais pas, moi, quand je suis né, peut-être pas le Moyen-Âge, hein. C'était le siècle précédent, certes. Il ne serait pas venu l'idée à ma mère de demander une péridurale. Ça ne se faisait pas. On n'imaginait pas ça. Enfin, j'ai l'impression de parler d'un temps... que les moins de 20 ans... Mais j'ai un tout petit peu plus que 20 ans, c'est pour ça. Bon. Mais aujourd'hui, dans les maternités, viendrait-il l'idée à une jeune femme, une jeune mère, de ne pas demander la péridurale? Vous voyez l'évolution. À l'époque, dans les années 50-60, la durée moyenne de séjour pour un accouchement, c'était 9 jours. 8, 9 jours. On restait au moins la semaine. Aujourd'hui, c'est quoi? 4? 3? Bon, d'accord. Bon, okay. 3 et demi. Bon. Mais vous voyez comme les choses... Vous le comprenez bien. Vous voyez ça, c'est un exemple. Bon, on faisait une radio, c'était un truc extraordinaire. Maintenant, le scanner, c'est banal, mais on vous demande l'IRM. Et qui viendrait à l'idée de dire que l'IRM, c'est un examen extraordinaire? Plein de gens font des IRM, peut-être trop. Mais vous voyez bien comme les choses ont évolué de manière spectaculaire. Et si nous, les responsables de l'État, les responsables politiques, nous ne sommes pas capables de percevoir ces évolutions, alors nous aurons un système de santé, Madame Bollet, en décalage avec vos attentes. Vous le comprenez? Ça change à une vitesse stupéfiante. Aujourd'hui, il y a des infirmières qui, pour des très longues maladies, injectent des ampoules dont la boîte vaut plus cher que le salaire de l'infirmière qui le met. Ce sont des réalités, mesdames et messieurs, des réalités profondément humaines et qui m'amènent à pousser Xavier Bertrand, Nora Béra à épouser ces changements, justement pour que vous gardiez un système de santé efficient. Voilà. C'est ceux qui sont pour l'immobilisme qui détruiront notre système de santé. Voilà ce que je pense profondément. Parce que c'est pas possible. Voilà. C'est pas pour vous embêter qu'on fait ça. C'est parce que profondément, nous voyons changer les techniques, nous voyons changer vos aspirations, et nous sommes bien obligés d'adapter notre système pour qu'il reste le même dans les fondamentaux. Hein. Liberté de choix du médecin, liberté de choix de prescription. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vu du point de vue de l'usager, on vient de l'entendre, peut-être maintenant, vu du point de vue du médecin, c'est-à-dire qui est confronté lui aussi à ces enjeux et qui constate ces rapprochements, Docteur Grappin. Donc, je suis Jean-Pierre Grappin, je suis oncologue médical et donc j'exerce à Fontainebleau à la fois à titre libéral à la clinique de la Forêt, mais aussi à titre public hospitalier à l'hôpital de Fontainebleau et également à la Pitié-Salpêtrière, donc dans le service médical. Je suis arrivé à Fontainebleau il y a maintenant un peu plus de 32 ans. Et j'avais fait d'emblée le choix d'un exercice mixte, un exercice libéral, mais aussi un exercice hospitalier, parce que je pensais qu'on ne pouvait pas s'occuper de cancérologie sans appartenir aux deux secteurs. Les débuts ont été difficiles parce que les deux secteurs, au départ, étaient vraiment concurrentiels. Et puis avec le temps, les choses se sont nettement améliorées. De concurrence, on a pu parler de partenariat, on a parlé de complémentarité, ce qui nous a permis à terme à Fontainebleau maintenant d'offrir sur un site de proximité
d'offrir une prise en charge, je dirais, globalisée de nos patients, quel que soit leur état, quel que soit le chemin qu'ils prennent dans leur parcours de soins, que ce soit un parcours public ou privé, et avec en plus une unité du personnel médical. Donc, j'aurais deux questions à vous poser, Monsieur le Président. La première, c'est concernant, c'est peut-être une question matérielle, ça concerne essentiellement les personnes en fin de vie. Nous avons de gros soucis avec maintenant des patientes qui ont des fins de vie très difficiles. On a à Fontainebleau une équipe mobile de soins palliatifs très performante à l'hôpital. On a aussi un réseau de soins palliatifs. Mais je pense qu'on manque de lits dédiés aux soins palliatifs et c'est un enjeu très important. Ma deuxième question, elle est plus, je dirais, administrative. Je crois être le porte-parole de beaucoup de mes collègues pour dire que nous sommes actuellement de plus en plus submergés par des tâches administratives, je dirais presque bureaucratiques, ce qui nous prend un temps qui est aux dépens, je pense, du temps médical et donc du temps qu'on doit passer avec nos malades. Je crois que ça nuit grandement à la qualité des soins qu'on peut donner. Et je pense qu'il faut peut-être aussi rapprocher ça, comme on en parlait tout à l'heure, de la démographie médicale qui, dans notre domaine, est assez défavorable. Et je pense que, malheureusement, la pérennité de notre action et de notre activité n'est pas certaine du fait, justement, de ces risques démographiques. Je vous remercie. Docteur, d'abord la question des soins palliatifs. Peut-être vous en souvenez-vous, j'ai visité au tout début de mon mandat de président une unité de soins palliatifs. C'est un sujet dont on ne parle jamais et on a grand tort parce que c'est la question de la mort. Et la mort devrait être un sujet de préoccupation pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'on est en fin de vie, miné par la maladie, qu'on a perdu sa dignité. Et je plaide pour le développement d'unités de soins palliatifs pour que les gens puissent mourir dignement. Dignement. Notre pays avait beaucoup de retard sur le sujet. Les unités de soins palliatifs, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez simple. Ce sont des patients pour lesquels il n'y a plus rien à faire, enfin de l'ordre de l'humanité ou de la médecine, si ce n'est diminuer la douleur et préserver la dignité et lutter contre la solitude. Et permettre à ceux qui les aiment que ces dernières semaines ou ces derniers mois soient des semaines humaines ou des mois humains. Je me souviens d'avoir rencontré un jeune couple dont le mari, 35 ans, venait de perdre sa femme, et qui me disait les 2 derniers mois qu'elle a passés dans cette unité de soins palliatifs, ça a été 2 mois où on a pu tous dire. Ah, pardon, alors là, on est vraiment au cœur de l'humanité dans ce qu'elle a de plus extrême et de plus nécessaire. On a pu tous dire. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas tordue par la douleur, parce qu'elle n'était pas seule, et parce que les unités de soins palliatifs, il y a une place pour la famille et du personnel, docteur, remarquable. Parce que c'est pas rien d'accompagner quelqu'un vers la mort quand on ne le connaît pas. Voilà. Nous avons créé, depuis mon élection, 20 unités de soins palliatifs. Il y en a 107 et nous allons continuer. Il y a aujourd'hui, dans tous les CHU, à l'exception d'un seul, Rennes, une unité de soins palliatifs. Pour les soins palliatifs mobiles, Nora Béraille a consacré avec Xavier Bertrand 20 millions d'euros et nous continuerons à en faire une priorité. Voilà. Vous voyez, c'est un peu désespérant le soin palliatif, parce que, bon, d'une certaine façon, c'est un échec, mais
moi, je crois que c'est très important pour l'humanité. Vous savez l'importance que j'attache au plan Cancer 2, qui avait été lancé par mon prédécesseur, Jacques Chirac, que j'ai poursuivi, près de 1,9 milliard sur 2000 jusqu'à 2014. On n'a pas le droit d'arrêter la recherche sur le cancer. On obtient des résultats. Vous obtenez des résultats. Il ne faut pas arrêter l'effort. Il faut au contraire continuer. Il y a de l'espérance. Il y a maintenant des cancers qui se guérissent formidablement bien. Il y en a d'autres, malheureusement, on n'a pas trouvé. Mais je n'oppose pas l'argent qu'on met dans la recherche pour faire reculer le cancer et l'argent qu'on met dans les soins palliatifs pour que les gens puissent mourir dignement. Pour moi, c'est le même combat, combat de l'humanité. Hein? Mais c'est vraiment une priorité, docteur. Je ne le dis pas parce que je vous ai en face de moi, je le dis parce que Jean Leonetti le sait bien, il m'a souvent entendu parler de cela, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de présidents de la République qui ont été dans les soins palliatifs comme j'ai été moi-même, et on devrait tous y aller au moins une fois dans sa vie, et on comprend beaucoup de choses. On comprend la douleur de la maladie, et en même temps, j'ose le mot, une certaine grâce qui rend... La maladie fait perdre sa liberté et rend une certaine liberté aussi. C'est-à-dire la liberté de se détacher du superficiel pour s'attacher au profond. Hein? Je l'ai observé chez bien des malades dont j'admirais le courage et la dignité. Donc, je vous le dis, je n'en dis pas plus, docteur Grappin, mais pour moi, c'est une priorité. Roselyne Bachelot le savait, Xavier Bertrand et Nora Béra aussi le savent. Alors, c'est moins valorisant, pour tout dire, qu'un centre fantastique de recherche sur le cancer, ou les maladies du cœur, ou la procréation. Bon, mais pour moi, c'est aussi important. Voilà. Parce que les gens qui sont là, ils n'ont pas de syndicat, hein. Ils n'ont pas de porte-parole. Ils sont là avec le rendez-vous qui est le leur, et nous, notre devoir, c'est de les aider. Donc, soyez assurés que c'est sans précédent ce qu'on fait, et on va continuer. Alors, pour votre deuxième question, il n'y a rien de plus urgent que de rendre aux médecins du temps médical. Il n'y a rien de plus urgent. Xavier Bertrand et Nora Béra feront des propositions avant l'été, docteur, là-dessus. C'est invraisemblable. Est-ce que quelqu'un a essayé de remplir le dossier d'inscription d'un vieux parent dans une maison médicalisée? Ben écoutez, félicitations, parce que je ne suis pas sûr d'en être capable. Je ne suis pas sûr. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on n'en est pas capable, on va voir son médecin et on lui dit « Tiens, au fait, rendez-moi service. » C'est pas vrai? Remplissez le dossier à ma place. Je suis désolé, ce n'est pas le boulot du médecin. Voilà. Donc, on va très fortement, les parlementaires qui sont ici, notamment Jean-Pierre Fourcade et Didier Julien le savent bien, alléger ces contraintes administratives. Et puis nous allons, pour la nouvelle convention, évoquer sans tabou la question de la rémunération des médecins, qui est une question absolument centrale à mes yeux. Je suis attaché, je l'ai dit tout à l'heure, au paiement à l'acte, mais le paiement à l'acte ne résume pas toute l'activité médicale, notamment lorsqu'il n'y a pas d'acte. Je pense par exemple aux impératifs de santé publique. Il y a d'autres missions de service public quand on va dans des régions où il n'y a pas de médecin. Quand on doit faire la différence entre la première consultation, celle du diagnostic longue, profonde, la connaissance de l'être humain que vous avez en face, et celle du renouvellement du traitement de longue durée. J'imagine que Dr Grappin, suivant Mme Bollet depuis 20 ans, c'est toujours le même plaisir de voir Mme Bollet, mais l'investissement personnel pour connaître Mme Bollet et son dossier est moins grand 20 ans après qu'il y a 20 ans. Non, mais c'est pas pour être désagréable que je dis ça. C'est pour parler de... Bon. Donc, j'ai tout à fait conscience que l'exercice de la profession médicale, publique
comme libéral, a beaucoup changé et qu'il faut qu'on adapte les conditions de rémunération à ce changement, de la même façon que les aspirations de vos jeunes confrères ont totalement changé. Il y a 30 ans, ils voulaient tous monter leur cabinet. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent être salariés, y compris en libéral. Y compris en libéral. Et nous devons tenir compte de cette réalité. Voilà. Je voudrais... Alors, dès que je dis ça, on dit « Mais comment vous les remettez en cause ?» Non, je ne veux pas remettre en cause. Je veux préparer un système où il y ait davantage de jeunes qui ont envie d'être médecins, où la démographie médicale sera mieux répartie sur le territoire et où les différentes spécialités seront mieux réparties. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de chirurgiens, c'est un problème. Il y a de moins en moins d'obstétriciens, c'est un problème. Il y a de moins en moins d'anesthésistes, c'est un problème. Il faut tenir compte de cela. Et donc, on va le tenir compte en vous rendant du temps médical et en repensant les conditions de votre rémunération. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous l'avez esquissé tout à l'heure dans votre propos, il y a aussi le lien entre les établissements et les structures d'aval, les soins de suite et autres. Sur ce sujet, le docteur Philippe Cosson, qui est PDG de la clinique Saint-Jean-l'Hermitage, a une question à vous poser. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, oui, je suis effectivement chirurgien ostéo-articulaire depuis une vingtaine d'années à la clinique Saint-Jean de Melun. Et j'exerce dans cet établissement, ainsi que dans celui de la clinique de l'Hermitage à Damary-les-Lys, qui est une commune contiguë, les fonctions de président-directeur général. Je suis bien sûr très heureux et très honoré de pouvoir évoquer avec vous, sur les terres Bellifontaine, la thématique de l'offre de soins de proximité. Mais j'aimerais, tout en précisant le contexte et le cadre de la question que je souhaite vous poser, revenir sur un projet qui m'est très cher, qui est le projet sanitaire du bassin de Melun. Pour évoquer la signalétique qui est derrière moi entre locaux et visiteurs. Moi, je fais partie des visiteurs, mais le match est très, très amical. Les cliniques de Melun, les cliniques Saint-Jean et les cliniques de l'Hermitage de Damary sont en effet engagées dans un projet lourd de partenariat avec le centre hospitalier de Melun. L'objectif, c'est la constitution d'une plateforme publique-privée qui intégrera probablement d'ailleurs la 3e clinique melunaise, la clinique des Fontaines, et constituera de facto la plus grosse plateforme de coopération publique-privée jamais créée en France. Elle comptabilisera près de 850 lits, dont 360 lits et places pour le pôle privé. M. Claude Evin a rencontré à Melun la semaine dernière l'ensemble des acteurs de ce projet, ainsi que les élus de l'agglomération Melun-Val-de-Seine, pour confirmer tout l'intérêt et le soutien que l'Agence régionale de santé d'Île-de-France entend accorder à ce projet, qu'elle qualifie volontiers de projet pilote. La pertinence de cette restructuration, on en parlait tout à l'heure, au plan médical en tout cas, c'est avant tout le regroupement sur un site unique d'une offre de soins extrêmement complète qui sera partagée entre l'hôpital public et l'opérateur privé. Et je crois qu'on peut le dire, son point fort, son point même d'originalité à ce niveau de programme capacitaire et d'échelle, c'est l'absence totale de redondance sur les activités ou les disciplines qui sont coûteuses en plateau technique et en ressources humaines. Pour schématiser ce projet, à l'opérateur public incombera l'accueil des urgences, l'exercice des activités médicales et de l'activité obstétricale, tandis que le pôle privé assurera la totalité de l'activité chirurgicale et de la cardiologie interventionnelle. Cette plateforme, vous en parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, a effectivement pour ambition de réduire les taux de fuite qui restent beaucoup trop nombreux et beaucoup trop élevés sur la capitale et la petite couronne, en apportant au bassin Meluno-Sénartais, qui est fort de 350 000 habitants, une offre de proximité, bien sûr, mais aussi et surtout une offre de qualité. Alors ce projet, c'est bien sûr un projet économiquement lourd et j'ose même dire tendu pour l'opérateur privé, même si celui-ci pourra se prévaloir d'une aide de l'État au titre de sa participation à plusieurs missions de service public. L'équilibre économique de cette opération passe néanmoins, en termes en tout cas d'exploitation, par une réduction extrêmement volontariste, vous en parliez là aussi, des durées moyennes de séjour de nos patients, les fameuses DMS. Cette évolution vers des séjours de plus en plus courts, confinant à l'hospitalisation à la journée ou ambulatoire, a déjà démarré, vous le savez, il y a quelques années, lors de l'avènement de la tarification à l'activité, mais il existe une double et très forte pression pour qu'elle se poursuive et que cette tendance même s'amplifie. La première pression, elle est exercée par les tutelles qui y voient, et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel, un moyen de réduction du coût des soins.
Mais la deuxième pression, et elle n'est pas moins forte, c'est celle que je qualifierais de plus sociétale et plus culturelle de nos patients, qui souhaitent de plus en plus réintégrer leur domicile ou des structures d'aval plus légères après leur séjour dans des structures d'aigus plus lourds. J'en arrive à mes questions pour évoquer cette problématique des structures d'aval dont parlait M. Valtou à l'instant, centres de soins de suite et de rééducation, structures d'hospitalisation à domicile et, plus innovants, plus récents dans leur concept, appartements thérapeutiques, qui sont bien sûr soumis à autorisation de l'État et qui, malheureusement, nous paraissent actuellement trop peu nombreuses et sous-dimensionnées pour faire face à cette véritable révolution culturelle qui a touché déjà d'autres pays, y compris il y a quelques décennies, pour ne parler que des États-Unis d'Amérique. Ces structures d'aval nous paraissent précisément pouvoir répondre au double impératif, vous en parliez, de contrôle des dépenses de santé, mais aussi bien sûr de satisfaction des aspirations de nos patients, tout en préservant leur confort et leur sécurité. L'État, Monsieur le Président de la République, est-il prêt à s'engager pour développer ces structures d'aval et permettre d'une certaine façon de tisser un véritable lien fonctionnel entre la structure offreuse de soins, l'hôpital au sens large, et la cité? Bon, je connaissais le projet Melun parce que moi, quand je regarde locaux et visiteurs, moi je suis local partout. Enfin, pour les ennuis. Alors, quand nous avons fait la loi sur la restructuration hospitalière, au fond, qu'est-ce qu'on vous a proposé, à vous tous les acteurs? On vous a dit, restructurez-vous et on va investir. Pardon, c'est un peu caricatural, Nora, ce que je dis, mais ça revient à ça. Hein, c'était le plan hôpital 2007, puis le plan hôpital 2012. On vous a dit, voilà, il y a de l'argent pour investir, mais on veut une restructuration. Je parle sous le contrôle de Nora et de Claude Évin. Il y a 30 projets de communautés hospitalières depuis le 1er juin 2010. Donc on a, et c'est une bonne nouvelle, à arbitrer entre des projets. Finalement, il y a beaucoup moins d'immobilistes qu'on aurait pu le craindre. Il y a des tas de gens qui, comme vous, docteurs, réfléchissent et se disent, dans le fond, dans la complémentarité, on va pouvoir résoudre nos problèmes. Voilà. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et je connais votre projet, mais si je regarde votre projet, celui de Fontainebleau et celui de Corbeil-Essonnes, dans le bassin, c'est 120 000 séjours par an que vous perdez au bénéfice des grands établissements hospitaliers parisiens. On va pour l'essentiel. Si vous perdiez 10% de ces fuites en moins, c'est 30 à 36 millions d'euros de recettes qu'immédiatement vous avez en plus. Donc vous voyez l'enjeu, hein? Ce n'est pas une petite affaire. Je parle très concrètement, très concrètement. Quelle que soit la qualité des médecins, quelle que soit la qualité le dévouement du personnel, vous perdez sur les trois bassins, vous perdez 100 000 séjours par an. Si vous en perdez 10% de moins, vous récupérez 36 millions d'euros immédiatement de plus. Donc c'est un enjeu absolument majeur. Claude va voir le projet, mais enfin, vous voir à cette table, c'est plutôt bon signe pour le projet. Hein? Vous imaginez bien, docteur, que on ne fait pas venir uniquement des gens avec qui on est en total désaccord, qui ont pensé un truc absolument stupide, pour que j'ai le plaisir, moi, de dire absolument non tout de suite. Bon, donc oui, c'est porteur. J'en profite pour dire à la ministre qu'à l'automne de cette année, nous lancerons la deuxième étape du plan Hôpital 2012. Donc, je vous l'annonce, nous allons continuer à investir dans les hôpitaux publics et privés français. Moi, je crois dans cette politique. Je suis certain qu'on ne peut pas faire une restructuration intelligente sans investir. Il faut investir pour avoir une restructuration intelligente. Donc, il y aura une nouvelle étape définie à l'automne 2011. On vous donnera des moyens et vous choisirez. On aura une très grande exigence sur la complémentarité et le service aux patients. Mais
c'est une première réponse. Deuxième élément, sur ce que vous appelez les soins de suite et de réadaptation. Les gens veulent rentrer chez eux. Et d'ailleurs, il faut qu'on se pose la question, à quoi sert l'hôpital? Moi, j'ai toujours pensé que l'hôpital, c'est pour la phase aiguë de la maladie ou de l'accident. C'est ça le rôle de l'hôpital. L'hôpital doit rester ce lieu extraordinaire où on est soigné au moment de la phase aiguë. Problème de l'hôpital. Il y a trop de gens qui viennent alors qu'ils ne devraient pas y venir. Pardon de dire ce que je pense. Et il y a trop de gens qui y restent alors qu'ils ne devraient pas y rester. Donc l'hôpital est pris en amont par des urgences. Maintenant, on a un Panari, on va aux urgences. Et on s'étonne d'ailleurs qu'on doive attendre. Ce n'est pas exactement l'hôpital. Autant je peux comprendre une énorme fièvre pour l'enfant, on est inquiet, on se précipite, mais si on demande à l'hôpital de tout faire, l'hôpital ne pourra plus rien faire. L'hôpital, c'est la phase aiguë. Et en même temps, il y a des établissements qu'on va développer pour le long séjour. C'est toute la réforme de la dépendance sur laquelle le gouvernement est en train de travailler, quelque chose en quoi je crois beaucoup, qui est très nécessaire. Vous savez, les dossiers qui me restent sur ma table, c'est que les dossiers difficiles. Parce que les dossiers faciles m'ont été généreusement évités. Bon, donc la retraite, une année, la dépendance une autre, avec ça, vous avez de quoi vous occuper. Bon, mais la dépendance, pourquoi? Pour que des gens qui ne sont pas malades, mais qui sont dépendants, puissent avoir des établissements pour les recevoir. Ce n'est pas l'hôpital. L'hôpital, encore une fois, c'est la phase aiguë. Sur les soins de suite et de réadaptation, 2007-2011, nous avons 17% de places en plus, 1,2 milliard que nous avons investi. Parce que le plus on peut vous libérer des patients qui n'ont plus besoin d'être traités en phase aiguë, le plus on rend à l'hôpital sa fonction originelle et originale. Mais alors là aussi, je dois constater une chose, il y a 50% de plus de capacité de soins de suite par habitant en région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le Nord-Pas-de-Calais. Jean Leonati me dit qu'ils sont meilleurs. Il le pense. Moi, je ne peux pas le penser. Mais je vois quand même là la limite de la liberté de choix. Vous voyez, docteur, là aussi, si c'est la liberté de choix complète, pourquoi une région a 2 fois moins de places de soins de suite qu'une autre? Je suis contre l'égalitarisme, mais je suis pour l'égalité. Là aussi, pour la formation des médecins, nous avons des dermatologues de façon assez nombreuse. Mais nous n'avons plus d'anesthésistes. Si on laisse, je ne crois pas à la coercition, mais si on laisse faire, nous avons des villes entières où vos confrères ne peuvent pas s'installer parce qu'il y en a trop. Et ils ne sont pas en mesure, ils ont saturé la clientèle. Et puis vous avez des régions entières où il n'y en a pas assez. Est-ce que je peux laisser faire ça? Donc il faut, par la rémunération, qu'on change les choses. Voilà. Donc on va continuer l'effort sur les soins de suite. Et sur l'investissement, on va redonner une enveloppe à l'automne 2011 pour que les projets de restructuration puissent continuer. Je crois, docteur Cosson, en cette politique. Et d'ailleurs, je dirais un dernier point, c'est pour ça qu'on a su créer un climat de confiance et que le climat social est relativement apaisé, parce que chacun y a vu un système gagnant-gagnant. Voilà. Ce n'est pas une volonté de récupérer de l'argent sans le dire. C'est une volonté de mieux servir les intérêts du patient. Merci beaucoup. Alors, le docteur Grappin l'a évoqué tout à l'heure, public-privé, ça a été pendant longtemps le choc de 2 cultures, ça l'est parfois encore.
Ici, à Fontainebleau, ça a été accompagné, ce projet, d'un gros travail de pédagogie. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure avec le directeur de l'hôpital, Jérémy Séché, au final, l'ensemble de la communauté hospitalière, personnel compris, nous a suivis et soutient le projet. Je vais peut-être donner la parole à Corinne Roger, donc, qui est infirmière anesthésiste, parce que la question de la perception par les personnels de ces rapprochements, de ces réorganisations est importante. Et je crois que sur la question, elle a une question à vous poser. Monsieur le Président, bonjour. Donc, je suis infirmière anesthésiste à la clinique Saint-Jean. Je suis aussi référente au bloc opératoire et membre du comité d'entreprise. Donc, les Meulunais, les deux établissements qui vont se rapprocher, trouvent ce nouveau pôle de santé complémentaire très intéressant. Mais pour le personnel, le rapprochement nécessitera une réorganisation qualitative et quantitative qui générera beaucoup de stress au sein des deux structures qui, au final, ont le même but, c'est-à-dire des soins de meilleure qualité et un sens du contact humain pour le patient. Mais n'employant pas la même façon d'y parvenir, cela va générer des difficultés supplémentaires. Donc ma question est la suivante. En tant que représentante du personnel, je me demande quelle sera la pérennité de l'emploi et le statut des employés en fonction de la répartition des activités aux différents établissements, comme par exemple le personnel de la maternité de la clinique Saint-Jean lorsque les deux établissements vont être rapprochés. Bon, s'agissant de l'hôpital, lorsque je suis devenu président de la République, j'ai déjà eu le premier problème à régler qui était celui des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées. Vrai ou pas? Et ce n'était pas rien puisque ça représentait 300 millions d'euros. Mais moi, je l'ai dit au personnel d'hôpital, 1 100 000 personnes. Hein. Je n'ai pas été élu pour ne pas payer des gens qui ont travaillé plus. Et l'accord que nous avons négocié a été signé par la quasi-totalité des organisations syndicales. Problème réglé. Ensuite, je me suis trouvé confronté avec les ministres au problème des infirmières. Savez-vous qu'il y a 1,5 million d'infirmiers et d'infirmières en France? Toutes ne sont pas anesthésistes, parce que dans le monde des infirmiers, l'anesthésiste a une formation, des responsabilités, un statut un peu particulier. 1,5 million. Pendant la campagne électorale, je ne pouvais pas aller quelque part sans trouver des infirmières et des infirmiers me disant LMD, LMD, LMD. On a fait le LMD. C'est-à-dire ces 4 ans de formation, c'était une demande des infirmières qui a permis de revaloriser 2 000 € les débuts de carrière. Et puis nous avons eu un dernier problème à régler, c'est l'appartenance des infirmiers et infirmières à la catégorie A, alors qu'elles sont aujourd'hui en catégorie B. C'est exact. Si je dis une bêtise, surtout, arrêtez-moi. Bon. Alors, j'ai dit aux infirmières et aux infirmiers, avec les ministres, on est prêt à vous passer en catégorie A, ce qui représente une meilleure rémunération, mais dans ce cas-là, vous ne partez pas à la retraite à 55 ans, mais à 60 ans. Et nous avons laissé le choix. 55% des infirmières et infirmiers ont choisi la catégorie A et ont renoncé à un départ plus précoce. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde l'âge, toutes les jeunes infirmières et infirmiers ont choisi de travailler plus longtemps et de gagner plus. Il y a si vous voulez, 75% des 30-34 ans parmi les infirmières et infirmiers ont choisi de partir à 60 ans et d'avoir la catégorie A. Donc on a beaucoup avancé sur le statut, la rémunération, la formation, la reconnaissance du métier d'infirmier et d'infirmière. On a eu un petit loupé, je dois le dire, avec les anesthésistes, mais qui depuis, je trouve, s'est amélioré puisque les travaux sont en cours sur la masterisation et sur des conditions de rémunération, parce que l'infirmier anesthésiste, je ne vais pas entrer dans le détail, mais a un rôle particulier dont il nous fallait tenir compte. Parce que la vérité, c'est qu'à l'intérieur de l'hôpital et des cliniques, tout le monde voit ça comme un monde, mais quand vous descendez à l'intérieur, je parle sous le contrôle des présidents de fédération, c'est
50, 60, 70 statuts différenciés. Bon. Alors, si, s'agissant du statut, quand il y a rapprochement, mais l'employeur, vous n'aurez pas 2 employeurs, vous en aurez un seul. Soit il y a fusion, et il n'y a plus qu'un seul établissement. Dans ce cas-là, on s'établit sur le statut le plus avantageux. Quand il y a rapprochement, il y a complémentarité, et que vous gardez 2 employeurs, vous gardez vos 2 statuts. C'est exactement ce que nous avons prévu. Alors, si un jour, vous voulez aller plus loin dans le rapprochement, dans la fusion, c'est une chose qui ne m'appartient pas. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, se posera la question de la fusion des statuts. Mais tant que vous gardez 2 employeurs, hein, en vérité, c'est une communauté de moyens. Enfin, pardon, communauté de projets. Enfin, les professionnels libéraux connaissent bien ça. Hein. Il y a des avocats qui sont associés aux bénéfices et aux pertes, et il y en a d'autres qui sont simplement, qui partagent le loyer des bureaux. Là, c'est une communauté de moyens au service d'un projet. Mais vous restez clinique et vous restez hôpital. Donc, on ne change pas les statuts, Madame Ronget. Hein? Mais le personnel, par exemple, je reprends cet exemple de la maternité à Saint-Jean, ne sera plus personnel de la maternité Saint-Jean. Ça ne sera pas du personnel de la maternité privée qui va aller travailler avec du personnel de la maternité publique. Bon, ça, là, vous me posez une colle sur la maternité Saint-Jean, mais là, je dois dire que je ne suis pas descendu là-dessus. Je veux bien m'en occuper. Hein, mais, non, pardon, Madame Roger, hein, je comprends que pour vous, ça soit très important. L'idée, quand il y a rapprochement, on garde 2 entités juridiques, vous gardez vos statuts. S'il n'y a pas de rapprochement, mais fusion, à ce moment-là, on a un seul statut, et comme toujours, on s'aligne sur le statut le meilleur. Voilà, c'est ça ma réponse. Alors, sur la maternité Saint-Jean, je dirais au docteur Cosson de me venir en aide immédiatement. Je confirme parfaitement vos propos. Il est question, en effet, pour la réduction des plateaux techniques que j'évoquais tout à l'heure, qu'il y ait une intégration par la maternité publique de l'hôpital de la maternité privée actuelle de la clinique. Et nous réfléchissons bien sûr dès maintenant, même si ce projet ne sera opérationnel que dans 3 ou 4 ans, à l'intégration de nos personnels qui vont de fait probablement devenir sous seing public, en effet. Et donc le statut le meilleur. Et d'ailleurs, je pense que ce sera d'une certaine façon un contrat... Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Je vous dis... Je n'ai pas dit ça. J'ai une grande... Monsieur Cosson, je vais vous dire... Je n'en suis pas sûr, d'ailleurs. Oui, mais moi je vais vous donner juste un tout petit conseil. J'ai une grande expérience de ça. C'est rare qu'après une grande négociation, on s'aligne sur le statut le moins bon. Je l'ai connu pour Oseo, ANPE et Unique. Si j'avais commencé en disant, voilà, on prend le statut le moins favorable et on aligne tout le monde, je ne suis pas sûr que ça serait bien passé. En revanche, ce qu'on peut obtenir, docteur, c'est d'avoir une organisation de service qui permette d'améliorer la productivité. Il n'y a pas d'amélioration de statut, de droit, sans une contrepartie de devoir. Mais en général, ça se passe comme ça, et c'est d'ailleurs souhaitable. C'est le schéma qui est proposé et qui sera sûrement utilisé. Vous vous rendez compte? Toi, tu t'es même occupé de la clinique Saint-Jean. Vous vous rendez compte? Si ça marche, le docteur Cosson sera un héros. Si ça ne marche pas, j'ai pris une lourde responsabilité. Non, mais c'est un sujet grave, et Madame Roger, j'imagine, je me mets à la place du personnel. Je serai à la fois passionné et inquiet, pour dire les choses. Je serai passionné et inquiet. Passionné parce que je ne connais pas une personne qui travaille dans le secteur hospitalier, public ou privé, qui n'aime pas son travail passionné. Ce sont des gens passionnés. On aime son travail. On ne vient pas par hasard soigner les gens, être aux côtés des gens au moment de la souffrance. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce personnel, parce que bien souvent, quand je les vois, ils me disent « Donnez-nous des moyens pour qu'on fasse mieux notre travail ». Assez peu disent « On en a assez ». Non, donnez-nous des moyens, parce qu'ils sont inconditionnels de leur établissement, de leur service, de leur travail. Il y a un dévouement exceptionnel. C'est vrai. Et pour moi, il n'y a pas besoin d'être malade pour voir ce dévouement. Je le vois quand je visite les gens. Et en même temps, je sens bien l'inquiétude, parce qu'on est français,
et qu'on a l'habitude, on s'inquiète. Hein. Parfois on proteste, mais souvent on s'inquiète. Voilà. Et donc, la seule façon de traiter cette passion et cette inquiétude, c'est une très grande honnêteté. Je suis persuadé que les gens sont capables d'accepter beaucoup d'efforts s'ils se sentent respectés, considérés, et s'il y a un respect de la parole donnée. Voilà. Bon, il y aura des investissements pour le projet, ça vaut le coup de faire un effort. Voilà. Je crois. Mais il ne faut pas berner les gens. Il faut leur dire tout de suite. Hein, de la même façon que moi j'ai dit aux Français sur les retraites, je sais que ça ne vous fait pas plaisir, mais je préfère votre mauvaise humeur à votre colère le jour où vous vous rendrez compte qu'après une vie de travail, il n'y a plus de quoi payer vos retraites. Je ne veux pas être ce président-là. Je ne veux pas. Qui met la poussière sur le tapis, qui dit les problèmes pour les autres. Je ne veux pas. Il n'y avait pas d'argent pour payer les retraites. Il y a déjà 1,5 million de retraités. On allait emprunter à la banque l'argent pour les retraites. Alors, ça ne fait pas plaisir aux gens de travailler 2 ans de plus pour pas un centime de plus. À qui ça peut faire plaisir? Mais moi, je préfère leur mauvaise humeur à leur colère. Le jour où partant à la retraite, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'argent pour le payer. Oui, quand je pense qu'on a voulu faire descendre des lycéens dans la rue, il y a 1 lycéen sur 2 d'aujourd'hui qui vivra jusqu'à 100 ans. On va les faire manifester pour la retraite à 60 ans. Est-ce que c'est raisonnable? Franchement, quel que soit ce qu'on pense par ailleurs, quel que soit par ailleurs ce qu'on pense, et on peut penser ce qu'on veut du projet, ça c'est la démocratie, mais quand même, 1 sur 2 qui va vivre jusqu'à 100 ans. On n'a pas autre chose à faire que leur proposer d'aller manifester pour la retraite à 60 ans. Enfin, voilà. Eh bien, pour le statut, c'est la même chose. Quand on a fait Oseo, on a fusionné, ou la DGI et la CP, j'ai dit aux gens, on va vous demander plus de travail, plus d'obligations, mais on va vous aligner par le haut, pas vers le bas. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais en même temps, si on aligne vers le haut, bon, on demande plus. J'ai dit aux infirmiers, aux infirmières, si vous voulez être catégorie A, vous gagnerez plus, mais bon, la retraite, ça sera 5 ans plus tard. Et il faut être honnête. Il n'y a pas d'autre solution. Et je crois que c'est comme ça qu'on répond à l'inquiétude des gens. Et malgré tout, depuis 4 ans que je suis président de la République, j'étais très très souvent dans les établissements hospitaliers. Hein, vous en avez eu des réformes. Un climat social, et j'en suis très reconnaissant au personnel, était relativement apaisé parce qu'on a beaucoup mis d'argent, on a beaucoup investi, on s'en est beaucoup occupé. Et les gens ne sont pas sots, ils comprennent bien ça. Ils aiment leur outil de travail, ils aiment leur métier. Voilà. Hein? Et moi, je me suis investi comme si j'étais ministre de la Santé dans vos affaires. Pourquoi? Parce que je sais qu'on touche là à quelque chose qui est central dans l'état d'esprit du pays. La santé, les médecins, les hôpitaux, hein, la douleur, la maladie, la mort, l'humanité. C'est un sujet absolument central. Ce n'est pas un sujet comme les autres, celui qui nous occupe. Parce que tout le monde, en nous écoutant, se dit « Et moi, si un jour je suis malade, comment on va s'occuper de moi? Qui va être là? Est-ce que je serai obligé de partir de mon domicile ?» Hein? C'est une angoisse que chacun... Vous savez, hein, quand on est malade, on est inquiet pour sa maladie, et puis quand on est bien portant, on se dit « Oh, pourvu que ça dure, et ça ne durera pas. » Voilà. Hein? Je ne voulais pas vous parler de tout ça, mais ça m'est venu... Parce que je pense qu'on... Je vais faire la transition. On parle de quelque chose de très important, en vérité. Alors effectivement, au plus près du patient, et un des enjeux de la réforme hospitalière, c'est le lien avec la médecine de ville. Vous l'avez un peu évoqué, Monsieur le Président, d'autres orateurs l'ont évoqué. C'est vrai qu'une des mutations, une des évolutions qu'il faut réussir dans notre réorganisation de l'offre de soins, c'est ce lien plus étroit, sans doute, à retrouver avec le médecin de ville, avec l'ex-médecin de famille, avec le généraliste qui accompagne au plus près le patient en amont et en aval. Je vais donner la parole à Vincent Malavoie, qui, sur ce sujet, veut vous poser une question. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs, je suis effectivement médecin généraliste sur l'agglomération depuis 30 ans. Je suis responsable de formation continue et j'ai également une expérience de médecin coordonnateur d'un réseau de santé en soins palliatifs et en cancérologie. Comme le disait Monsieur Valtou, le médecin généraliste est un maillon essentiel dans l'offre de soins de proximité. Et c'est nous que
Le patient vient voir en premier lorsqu'il est confronté à la maladie et lorsque la problématique de l'hospitalisation donc se pose. Et nous l'accompagnons dans ce choix. Choix du spécialiste, choix de la structure d'accueil. Donc dans cette perspective de rapprochement public-privé, le médecin généraliste est confronté à ce choix qui sera, je pense, différent. Et malgré vos propos tout à fait rassurants sur la complémentarité, à laquelle j'adhère parfaitement et qui, à mon avis, est essentielle pour améliorer l'efficience du système de santé, il persiste une crainte, et je voulais vous la dire, de la part des patients et même de certains confrères, sur la répartition des spécialités dans ce projet de plateforme publique-privée sur des critères de rentabilité. On entend des réflexions, la médecine rentable ira au privé et le reste au public. Alors c'est un problème auquel on sera confronté et nous, en tant que médecins généralistes, nous avons à jouer un rôle, je dirais, de mise en confiance du patient. Et ce rôle, je pense qu'il faut le renforcer. Et pour améliorer, pour, je dirais, espérer réussir ce challenge qui sera un choc culturel, hein, réunir le public et le privé, c'est pas évident. Je pense qu'il faut repenser la place du médecin généraliste et dans cette perspective, essayer de démarrer une réflexion dès maintenant sur l'évolution du statut du médecin généraliste lorsqu'il sort de l'université et avant qu'il ne s'installe en ville, en libéral, essayer de lui trouver un statut qui lui permette de garder un pied à l'hôpital, tout en ayant une activité libérale. Et j'y verrai beaucoup d'avantages pour l'accompagnement du patient, lorsque justement il doit être hospitalisé. Le médecin généraliste, s'il a un pied à l'hôpital et s'il a son activité en libéral, il pourrait optimiser la qualité de l'hospitalisation, la qualité du suivi du patient à l'hôpital et améliorer surtout le retour au domicile et le préparer, ce que nous faisons dans le cadre des réseaux de soins. Et donc, ma question est la suivante. Peut-on réfléchir dès maintenant, et je parle surtout pour les futurs diplômés, d'un nouveau statut du médecin de famille qui serait à la fois à l'hôpital et dans le public et dans le privé? Oui, mais il faut même qu'on aille au-delà de tout ça. La concurrence, entre guillemets, entre l'hôpital ou la clinique et le médecin traitant, c'est un sujet vieux comme la médecine. Combien de médecins traitants, généralistes, de famille, comme on dit, avaient l'angoisse que le patient à l'hôpital ou à la clinique soit un patient qui est perdu pour lui. Et on ne m'a pas transmis le dossier. Et on ne m'a pas prévenu au moment de la sortie. Et quelle collaboration entre les deux? Alors que ça n'a pas de sens. Puisque qui est-ce qui envoie les patients à l'hôpital ou à la clinique, si ce n'est les médecins traitants? Je voudrais quand même le rappeler, pour l'essentiel. On ne va pas à l'hôpital parce qu'on a vu une pancarte hôpital. On va à l'hôpital parce qu'on a vu un médecin, je ne parle pas de la phase aiguë, mais qui vous a dit « Ah, il va falloir y aller ». Donc, la plupart des patients doivent être envoyés par des médecins traitants, et une fois qu'on sort de l'hôpital, la question de la gestion de l'information entre le médecin traitant et le médecin de l'hôpital est clairement posée. Je demande à Nora Béra et aux ARS de réfléchir à des expérimentations pour gérer de façon conjointe les sorties de patients entre médecine libérale et médecine hospitalière. C'est un premier élément, parce que tous vos confrères, docteurs, n'ont pas forcément envie de faire quelques heures à l'hôpital chaque semaine. Et il faudrait alors devenir à temps partiel médecin hospitalier pour avoir les informations sur son patient. Ah non, moi je ne pense pas. Je pense que quand on est médecin généraliste ou médecin de ville, on a un droit à suivre les résultats de ce qui s'est passé avec son patient quand même. Donc nous allons travailler sur des expérimentations, et si Claude et Nora pouvaient en définir dès la fin de l'année, comment on peut lever le mur de la méfiance. Deuxième élément, je ne comprends pas pourquoi on continue à former des médecins généralistes qui passent la quasi-totalité de leur formation à l'hôpital. Et sur 10 ans de formation, 9 ans à l'hôpital, 6 mois dans un cabinet.
Là aussi, on crée par les études un mur entre ces deux mondes. Imaginez une jeune qui suit, puisque maintenant c'est une spécialité généraliste. Je fais 9 ans à l'hôpital et 6 mois dans un cabinet. Mon réflexe, il est quoi? Il est l'hôpital. Mais moi, je pense que de nos jeunes peuvent être parfaitement formés en étant en stage avec un maître de stage qui s'appellera le médecin de famille, le médecin traitant, et qui apprendra à son étudiant le diagnostic, l'écoute, l'humanité, l'expérience du terrain. Hein? Comprenez? Ça ne remet pas en cause le savoir accumulé par l'hôpital, mais ça mettrait aussi, Madame Bollet, un peu plus d'humanité. Donc je souhaite qu'on puisse avoir davantage d'étudiants généralistes dans des cabinets de médecins de ville et plus longtemps. Troisièmement, je souhaite une ouverture de l'accueil des internes dans des établissements du secteur privé. Voilà, c'est dit. Je pense, ça ne retire rien à personne, ça ne remet pas en cause la qualité des CHU et de l'hospitalisation publique, mais il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Moi aussi, j'ai un devoir d'équité. Je ne dois être prisonnier d'aucune organisation, j'ai un devoir d'équité. Voilà. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça pour terminer? Des habitudes de méfiance alors qu'il faut créer une méthode de confiance. C'est le même patient qui nous rassemble. Voilà. Et qui est notre intérêt, qui est notre centre unique de préoccupation. Voilà. Alors je ne doute pas qu'il y aura encore ici ou là des problèmes qui sont dus à des vieilles écoles, à une vieille vision de l'organisation de la santé. Moi, je suis venu plaider pour une nouvelle vision de l'organisation de la santé. Enfin, un dernier point que je voulais vous dire, parce qu'il me tient très à cœur. Je crois de moins en moins à la réforme définitive et immuable. Je voudrais vous le dire à tous. J'ai dit l'accord du gouvernement sur la PPL du sénateur Fourcade. Parce qu'on s'était trompé sur tel ou tel point de la loi hospitalière. Ce n'est pas un drame. On en a souvent parlé avec Jean Leonetti. Ce n'est pas un drame. On corrige. Mais qu'est-ce qui crispe beaucoup les rapports sociaux en France? Ces sentiments qu'on a qu'on ne viendra pas en arrière. Moi, je vous propose qu'on avance tous ensemble, qu'on progresse. Forcément, on va réussir des choses, puis d'autres, on va moins les réussir. Mais on changera à nouveau. Écoutez, c'est fascinant, la violence au moment d'une réforme et l'oubli complet dans lequel elle tombe une fois qu'elle est adoptée. Souvenez-vous, 1974, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, Simone Veil, la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Des débats d'une violence inouïe. Aujourd'hui, y a-t-il un seul parti politique qui vient contester? Je parlais des retraites. Il y a 4 mois, je lisais dans les journaux que c'était un nouveau mai 68. Je vous mets au défi de trouver dans votre journal un seul article sur la réforme des retraites il y a 4 mois. 4 mois. On en parle trop et souvent mal au moment où on le fait. On n'en parle pas assez et souvent mal après. Alors que c'est le moment de l'évaluation, Madame Roger. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis pour le pragmatisme et l'évaluation. Donc, on a pris la PPL, la proposition de loi du sénateur Fourcade, parce que nous, ça nous a permis d'apporter, docteur Malavo, des réponses aux médecins libéraux qui avaient été choqués par un certain nombre des propositions qu'on avait retenues. Je le dis, à tort. Eh bien, on corrige. Et donc, voilà comment on va créer la confiance. On va continuer à avancer, on va continuer à faire des changements, et puis on les corrigera au fur et à mesure quand on sera en paix. Et c'est comme cela que ça va fonctionner. Je vous remercie. C'est une question d'intérêt public
qui me motive mon intervention. Vous avez félicité les élus de Nemours et de Fontainebleau d'avoir fusionné, mis en fusion, en synergie leurs services. Le maire de Nemours a envisagé une réforme de ces urgences qui pourrait servir de modèle national. Est-ce que vous l'autorisez à vous poser en 2 mots sa question pour que vous lui disiez non, ou si au contraire elle peut poursuivre cette fusion, cette modernisation des services d'urgence? Il va présenter comme ça, qu'elle me pose la question, mais je vais te dire une chose qui est très simple, c'est que je répondrai bien volontiers au maire de Nemours, mais après avoir vu le dossier. Non, mais c'est très simple. Oui, non, attends, si tu fais la question, la réponse et le paquet cadeau, moi, il me reste à quoi? À signer. Bon, alors, je dis, non, reprends-moi du coup. Tu sais, j'étais hier à Calais et à Dunkerque, j'avais promis un méthanier. Hein? Vraiment, je fais en sorte de tenir mes engagements parce que je suis lucide sur la méfiance de l'ensemble du peuple français sur la parole publique, quel qu'en soit le niveau. Donc, vraiment, je dis au maire de Nemours, je suis ravi d'entendre la question, mais j'aime bien me faire mon avis, réfléchir, et je prends l'engagement d'y répondre. Mais si c'est si simple comme ça, pourquoi on doit m'en parler? Très bien. Merci. Je vais voir la maire de Nemours. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous. d'avoir répondu à toutes vos questions.